Eh bien, je crois que ce qui est très important, c'est que moi, j'ai vécu, j'ai entendu, j'ai suivi à travers des grandes publications, des grands auteurs, toute la problématique du monde. Et un jour, en 91, je me suis dit, mais j'arrête, je ne veux plus écouter ces histoires, il faut que je me mette derrière les solutions. Et les solutions qui vont vraiment changer la réalité. Et c'est ça ce qui m'a amené à faire l'usine Ecovert à l'époque, il y a déjà presque 30 ans. C'est là où j'ai décidé comme un par après, de mettre le systémique en évidence et pas seulement la solution, parce que la solution doit être systémique, elle doit approcher plusieurs problèmes et où il faut avoir multiples solutions pour multiples problèmes. Mais c'est surtout ce qui me gêne dans tout, sont deux éléments. Premièrement, l'éducation. Alors, je me permets quand même dans une institution académique d'attaquer les universités, mais je ne comprends pas encore qu'aujourd'hui, en 2020, il n'est pas obligatoire que les ingénieurs chimiques apprennent à faire le dessin des molécules qui dégradent dans l'eau, dans l'air et dans le mer. Je ne comprends pas. C'est une folie. Je t'en prie, Catherine, je t'en prie, s'il te plaît, qu'on arrête d'enseigner, de permettre de donner des diplômes à des ingénieurs chimiques et ne savent pas comment faire le dessin de ces molécules. C'est quand même une folie. Alors, si on n'attaque pas au niveau de l'éducation, et c'est quand même incroyable que les seules molécules, dans le cas où l'ingénieur chimique apprenne comment une molécule plastique est dégradable, un polymère est dégradable, c'est seulement biodégradable dans la Terre. Et l'Union européenne n'a défini que la biodégradabilité dans la Terre et pas dans l'eau. Il n'y a pas de standard. Alors quand même, c'est 2020, hein, et on ne fait rien. Alors on discute pas mal de grandes initiatives, y inclut le New Green Deal, etc. Mais à la fin de la journée, il faut rendre obligatoire que tous les diplômes des ingénieurs chimiques sont des diplômes où on nous garantit que l'ingénieur sache quand même comment faire la molécule dégradable en eau, air et terre. Pour moi, c'est la première. Deuxièmement, je crois qu'il est indispensable que ceux qui apprennent comment faire la modélisation des affaires, les économistes macro, micro, qu'ils apprennent quand même comment faire des modèles d'affaires qui vont nous permettre de financer à l'infini la récupération de tous ces plastiques qu'on a laissés traîner partout. Et si on n'est pas capable de faire le dessin de modèles d'affaires, mesdames et messieurs, on ne va jamais ramasser les drames qu'on a laissés partout. Jamais. On a besoin des modèles d'affaires. Mais si vous êtes dans un core business, si vous êtes obligé de concurrencer sur le prix, le meilleur marché, c'est impossible de prendre soin du passé, ni du présent. Alors, on ne prend pas soin du présent, ni du passé. C'est-à-dire qu'il faut avoir des modèles d'affaires qui ne sont pas axés sur le prix, le meilleur marché, mais qui sont axés sur la valeur ajoutée la plus élevée, non pas seulement en termes pécuniaires, mais aussi pour la société et pour l'environnement. Et ce calcul, malheureusement même aujourd'hui, on n'enseigne pas aux MBA. Les MBA prennent à la fin de leur cours un petit surplus sur le CSR, Corporate Social Responsibility, et un peu sur l'éthique. Mais on ne fait pas la modélisation des affaires. Et je déteste le fait que les MBA aujourd'hui sont encore obligés d'apprendre la logique de la concurrence du meilleur marché. Mais si vous êtes le meilleur marché en France contre les Chinois, ça veut dire que vous avez triché. Hein? Ah oui, quand même. Les Chinois trichent, alors si vous gagnez, c'est parce que vous avez triché mieux que les Chinois. Alors ce n'est pas comme ça qu'on va enseigner au monde de prendre soin de cette terre, ni de notre santé. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis engagé il y a 24 ans, 26 ans maintenant, qu'il faut changer les modèles d'affaires. Et les modèles d'affaires ont besoin des cas concrets. Ça ne peut pas être les cas concrets, sont les cas concrets du circular economy. Non, quand même, parce que l'économie circulaire
acceptent l'hypothèse que la concurrence dépend du fait que vous êtes le meilleur marché. Et pour autant, vous continuez à accepter que le meilleur marché gagne sur le marché, le meilleur prix gagne sur le marché, et bien dans ce cas-là, vous acceptez la pollution, vous acceptez la désintégration sociale, vous acceptez la pauvreté, vous acceptez la nécessité d'émigrer de l'Afrique vers l'Europe, etc. Et c'est là où je crois que nous sommes arrivés à une transformation de l'approximation de l'économie du territoire. Pour moi, créer des valeurs ajoutées, ça veut dire que vous avez une économie axée sur le territoire, que vous travaillez avec ce que vous avez disponible chez vous. Y inclut ces bazars, y inclut les problèmes du passé. Ça fait partie de ce que vous avez. Et quand vous êtes sur un territoire et vous avez une stratégie claire de créer des plus-values, eh bien, vous allez résoudre les problèmes. Je vous donne un cas concret. Et on a discuté dans la voiture avec François. Nous avons maintenant les premiers contrats pour créer des rideaux d'algues. J'adore les algues. J'habite depuis 80 au Japon, alors je mange les algues. J'adore la santé qui vient avec les algues dans mon corps. Et nous avons constaté au Japon que quand les algues sont dans des zones de microplastiques, eh bien, les algues captent par chaque centimètre carré 12 à 15 microparticules en quelques semaines. Tout d'un coup, on se rend compte que les algues sont des capteurs de microplastiques. Quel cadeau de la nature! Parce qu'on croyait qu'il fallait inventer des mécaniques. La mécanique. Non, la nature sait le faire. Nous allons, alors, nous s'est posé la question, et qu'est-ce qu'on fait avec des algues bourrées de microplastiques? On a testé au Japon avec l'eau chaude, l'eau à haute pression, on ne sait pas les enlever. Alors on a décidé d'en faire du biogaz. Nous avons une productivité de biogaz avec les algues nous donnent le biogaz, et la boue qui reste dans le digesteur nous donne des biophosphates. J'ai alors biogaz et biophosphate, et ce qui me reste, évidemment, ce sont les microplastiques, et pour ça, on a développé une pyrolyse. Une pyrolyse qui, il y a un an, était à 850 degrés, mais maintenant, nous sommes sur une pyrolyse de 1300 degrés. On va détruire, parce que les microplastiques, on ne sait pas les séparer. On peut dire, ah, c'est du HDPE, c'est du PP, c'est du... Non, non, c'est fini. Vous ne savez pas du tout ce que vous avez. Il faut le détruire. Mais détruire, ça veut dire que chez nous, on a développé la technique de faire l'hydrogène. Et bien entendu, si on fait le calcul de tous les revenus qu'on génère, c'est-à-dire le biophosphate, c'est le biogaz et c'est l'hydrogène, on sait financer le nettoyage des océans. Mais je vous ai averti, ça va prendre 100 ans. Hein. Ce n'est pas pour en une année ni en 10 ans, ça va nous prendre 100 ans. Mais quel est pour moi l'élément important? C'est que quand vous avez une vision systémique, quand vous avez une vision pour régénérer la forêt de l'océan, qui sont les forêts des algues, on régénère les forêts, on va avoir quand même des espaces pour protéger les petits poissons qui n'avaient plus d'espace pour s'enfuir contre les prédateurs, on va régénérer la biodiversité tout en nettoyant l'océan des microplastiques. J'ai reçu une grande surprise il y a 1 an et demi, c'est que M. Trump, vous connaissez, le président des États-Unis, a quand même commandé une étude pour savoir combien de kilomètres carrés de cultivation d'algues les États-Unis auront besoin pour être autosuffisants en gaz. Vous savez combien de millions de kilomètres carrés ils ont besoin? 4 millions. Avec 4 millions de kilomètres carrés, la Maison-Blanche a par après donné des instructions d'études pour vérifier l'applicabilité, mais avec 4 millions de kilomètres carrés, les États-Unis peuvent remplacer toutes leurs nécessités
de gaz et de pétrole avec les algues. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi M. Trump a demandé ça. Mais le fait qu'il a demandé était déjà quand même très intéressant. Ce qui est fascinant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a déjà 4,5 millions de kilomètres carrés de maïs. C'est-à-dire, dans l'ordre de grandeur, ce n'est pas si difficile de s'imaginer. Mais je crois que nous avons là un élément très important. Il faut que toute la gestion plastique, le nettoyage des plastiques, énergie, biodiversité deviennent un projet qui est systémique et intégré. C'est pour ça que moi, je me suis mis derrière un bateau. Une photo, s'il vous plaît. Vous connaissez ce bateau? Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas? Tout le monde le connaît. Non, vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est un bateau qui fut construit en 2010 en Allemagne, à Kiel. C'est un bateau qui a fait le tour avec le solaire au début. Le bateau fut repris par un Suisse, Marco Simioni, qui a mis l'hydrogène et un cerf-volant. Autre photo, s'il vous plaît. La prochaine photo. Et encore une photo. La troisième, voilà. Et on a mis le cerf-volant. Le cerf-volant qui est équipé avec l'intelligence artificielle et avec un robot, qui nous permet quand même déjà, on a déjà fait 60 000 kilomètres avec des sources énergétiques renouvelables à 100%. Et maintenant, aujourd'hui, j'étais chez Armor, chez Hubert de Boisredon, pour que je mette surtout ces flottants du catamaran. Je vais mettre les films flexibles de Armor pour rajouter encore l'énergie. Je vais utiliser la totalité, y inclus le SkySail, ce deviendra un capteur d'énergie solaire. C'est-à-dire que, pour moi, c'est quoi ce bateau-là? Ce bateau veut dire que si vous avez du soleil, vous avez le vent, vous pouvez produire l'eau et l'énergie à l'infini. Et si vous avez l'eau et l'énergie à l'infini, vous pouvez cultiver ce que vous voulez. Le message que je veux faire passer, et alors le bateau maintenant est confiné au Japon, nous avons repris la responsabilité du bateau et le bateau, dès à présent, sera géré par notre équipe. Et notre équipe va faire le tour du Japon et le tour du monde. On va le terminer à Lorient en 2025. On arrive à 2025 à Lorient. Mais nous souhaitons faire la preuve pour toutes les communautés autour du monde que la seule chose dont vous avez besoin pour démarrer votre transition écologique et économique, c'est l'eau de mer, c'est le vent et c'est le soleil. Et comme le bateau fait preuve de la capacité, de l'ingéniosité humaine, de quand même de fournir tout ce qu'on a besoin de base pour démarrer ces transitions, nous nous sommes mis derrière avec des fonds d'investissement qui sont les nôtres et qui sont des fonds à 25 ans minimum. Ça veut dire qu'on veut laisser héritage et on ne veut pas être là pour forcer tout le monde de donner des rendements dans l'immédiat. Eh bien, ce que nous permet de quand même faire passer un message très concret. Nous avons alors avec le bateau aussi le planning de mettre dans chaque port où nous arrivons. Nous n'arrivons pas dans le port s'il n'y a pas un accord de faire une campagne contre les microplastiques. Mais campagne positive, c'est-à-dire on veut avoir l'énergie renouvelable, messieurs. Et en parenthèse, vous réglez le problème des microplastiques. Nous avons déposé au Japon le concept des zones libres des microplastiques grâce au rideau des algues qu'on a créé. Mais si vous avez des zones libres des microplastiques, vous avez votre énergie renouvelable. Mais ça veut dire que les coquilles que vous cultivez sont des coquilles garanties sans microplastiques. Ça vous donne quel prix sur le marché? Un prix plus élevé. On peut immédiatement faire la concurrence contre les Chinois qui sont moins chers ou les Vietnamiens qui sont moins chers. Mais au Japon, tout d'un coup, on a une notion de qualité qui est un produit sans microplastique. Et je vous assure que le changement climatique est
extrêmement bien reconnu, mais d'ici 5 ans, le monde entier va se réveiller avec le fait qu'on respire, on mange, on boit et on nage dans les microplastiques. Mais partout, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut créer des bulles libres, des espaces libres des microplastiques. Et je crois que c'est là où nous avons des plateformes pour des entrepreneurs de créer des opportunités d'emploi, de créer des opportunités de développement des nouvelles technologies. J'insiste pour un instant sur le cerf-volant. Vous avez déjà tous vu le cerf-volant qui fait du kitesurfing. Alors vous savez bien, vous savez que ce kite de 30 mètres carrés, ce kite a un tir de 150 tonnes. 150 tonnes. On y rajoute un yo-yo. Vous connaissez les yo-yo. On rajoute un yo-yo et le yo-yo laisse sortir avec des courants d'air le kite. Et quand il sort, un moment, comme vous le savez, avec le yo-yo, clic, et bzzz, il revient. Et quand il revient, l'intelligence artificielle est en train de sentir où sont les nouveaux courants d'air qui me permettent de rebondir. Et comme ça, on fait un va-et-vient, comme un yo-yo, sans fin. 24 heures sur 24, et ça n'arrête jamais. C'est-à-dire que l'éolienne est devenue baseload. Ça veut dire qu'on a une production d'énergie électrique permanente. 3,8 centimes kilowattheure. Alors tout d'un coup, le nucléaire a trouille. Hein. Alors là, si l'éolienne est à 8, 9, 10, il n'y a aucun problème. Hein. Mais à 3,8, ça devient extrêmement dangereux. En plus, ça fonctionne 24 sur 24. Parce qu'une fois que vous faites la navette entre 150 et 800 mètres, vous avez toujours du courant. Toujours. Ça n'arrête jamais. Et comme le cerf-volant fait ses courants, ses tournages à 220 km/h, on crée des vides et on crée son propre vent. C'est comme ça que fonctionne la nature. Hein. La nature est toujours autosuffisante et crée toujours de ce qu'elle a besoin. Et cette force de créer alors maintenant cette énergie permanente avec un cerf-volant qui est connecté avec un yo-yo, eh bien, derrière, on a développé une mécanique qui est une ancienne mécanique de l'horloge coucou. Vous vous rappelez l'horloge coucou? Coucou, coucou, coucou. Vous vous rappelez, non? Eh bien, cette horloge-là fut inventée en 1625. Et le génie derrière, c'est que la force, zip, et les 750 grammes qui montent, est modulée en secondes précises pendant 8 jours. Nous avons exactement le même système derrière le cerf-volant, ça veut dire que ça nous permet de prendre la force du vent et de moduler sur 220, 60 Hertz en permanence. On n'a plus besoin de batteries. Imaginez-vous, plus besoin de batteries. C'est fini les batteries. Je déteste le lithium, ce sont des mines, on détruit la Bolivie. Evo Morales se fut éjecté de son siège comme président parce qu'il était contre les accords pour les mines de lithium. Hein. Il faut quand même le dire comme il est. Et qui est le plus grand dans le lithium du monde? Il s'appelle Elon Musk. Ah oui. C'est le deuxième. Mais Elon Musk, il l'a battu. En tout cas, ce que j'aimerais bien vous dire, et je termine sur cette notion, une fois qu'on est dans cette voie de pensée, une fois qu'on est parti, on ne voit que des opportunités. Maintenant, nous avons quoi? Un cerf-volant qui développe une force éolienne permanente, mais nous savons tous que l'énergie, la consommation de l'électricité n'est pas permanente. Ça veut dire que pendant 10 heures sur 24, on produit l'hydrogène. Hydrogène distribué. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous annoncer une petite chose que j'ai décidée. C'est-à-dire, le bateau fait son tour du monde entier et j'en suis fier de pouvoir rajouter nos connaissances, notre réseau, afin que ça soit un vrai succès
et qu'on revienne à l'Orient en 2025. Mais en 2022, j'ouvre à Bourges, en France, la première usine qui va rassembler toutes ces technologies par terre. Parce qu'il faut le mettre sur terre. Parce que, comme vous le savez, si vous êtes capable de survivre avec toutes ces technologies en bateau, la terre, elle est facile. Hein. C'est-à-dire que c'est dur d'être sur l'océan. Et alors, mais si on a réussi, alors nous allons faire le premier parc des cerfs-volants à Bourges en 2022. Et j'ai dit, si vous ne me donnez pas le permis, je suis désolé, je le fais quand même. Je m'en fiche si vous ne donnez pas le permis. Parce que j'ai déjà mon permis en Allemagne. Le gouvernement allemand vient de nous donner le permis de mettre un cerf-volant à 3 km de la base des hélicoptères pour le sauvetage dans le nord de l'Allemagne. Et nous avons décidé de mettre le cerf-volant parce que nous sommes aujourd'hui capables d'avoir une toile avec le biomimétisme que vous ne voyez plus. C'est-à-dire le cerf-volant là, vous ne le voyez pas. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'il faut avoir. Des choses qui intègrent la technicité de biomimétisme pour avoir des cerfs-volants qui fonctionnent 24 heures sur 24, mais vous ne les voyez plus. C'est ça ce qui est l'innovation. Mais nous avons un œil spécial qui fut développé par les militaires, ce qui nous permet quand même de voir s'il y a 2 hérons qui sont en train d'arriver. Et une fois qu'on a noté, on a observé l'arrivée de 2 hérons, immédiatement, l'intelligence artificielle va changer la route de ces cerfs-volants afin que les hérons puissent suivre leur parcours sans être dérangés. Mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'il faut penser. Mais ça veut dire que le projet des cerfs-volants est 70% intelligence artificielle et robotique, et 30% mécanique et éolien. Et c'est là où nous avons besoin, comme vous l'avez dit, Catherine, on a besoin, tout est dans silo, mais aussi nous, qui avait pensé que c'est la robotique et l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'avoir une éolienne qui permet les hérons de passer sans être dérangés. Mais on a besoin de ça. C'est-à-dire cette intégration. Alors, mesdames et messieurs, vous me connaissez un peu, je peux continuer pendant des heures et des heures. Je n'arrête jamais. Mais le grand avantage, c'est que maintenant, je le vois très concret, très réel, et grâce au confinement, je suis parti le 8 juin de la Colombie. Je pensais de pouvoir poursuivre mon voyage au Japon. Je ne suis jamais arrivé au Japon. Et le résultat n'étant que je suis nomade en Europe depuis le 8 juin. Et je vais encore continuer comme nomade. Mais je ne suis pas capable d'être nomade. Je suis nomade entrepreneur. Et bon, voilà, on va mettre une usine à Bourges. On va faire la preuve qu'on est capable, en plein Covid, de créer des emplois, d'innover, de mettre en œuvre les projets. Et aujourd'hui, j'étais chez mon ami Hubert, que j'ai déjà mentionné, Hubert de Boisredon, et nous allons discuter avec lui la création d'une autre usine, qui est l'usine de ce solaire, le film solaire, mais intégré avec le LiFi. Parce que le bateau, entre autres, sera le seul bateau du monde qui a tous les systèmes de communication sans ondes radio, mais qu'avec le LiFi, l'Internet, la communication par lumière. Et je crois que c'est très important qu'on continue à avancer, mais nous avons la nécessité d'avoir tous les LED équipés avec une source énergétique. Ce sont les films d'Armor, et je crois que c'est important qu'on commence immédiatement à l'industrialiser. Mesdames et messieurs, on a assez d'anecdotes. Les anecdotes nous font plaisir, mais nous avons besoin de beaucoup plus des anecdotes pour transformer la société. Il faut industrialiser. Il faut être ambitieux, il faut industrialiser. Et je crois que cette crise-là, qui nous a amenés dans une société où personne ne prend des risques, nous sommes dans la société de zéro risque, personne ne prend des risques, eh bien ceux qui vont prendre quelques risques
vont être les leaders absolus et vont quand même faire la transition économique écologique comme jamais vu. Merci. Merci Gunther.